Bonjour, vous m'entendez? Oui, Bonjour. Donc Jean-Bernard Bobin, je suis le directeur adjoint de l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, directeur par intérim, puisque le préfet Éric Fresslinard nous a quittés début octobre pour rejoindre l'ambassade de France à Madrid. Et nous sommes donc dans l'attente de la nomination de son successeur. Voilà. Donc bienvenue à cette matinale sur le sujet du contrôle de légalité, sujet qui est effectivement un domaine d'activité important pour notre ministère, en particulier pour le réseau des préfectures. Donc moi-même, ayant été secrétaire général de préfecture à plusieurs reprises, je sais à quel point c'est un sujet qui occupe et préoccupe l'équipe préfectorale et l'ensemble de ses collaborateurs. C'est d'ailleurs une des compétences du préfet, si je me souviens bien, qui est inscrite dans la Constitution. tout à fait. Voilà, donc, c'est l'article 72. Non, mais j'ai révisé hier soir. Mais je me souvenais de cet élément parce que c'était souvent quand l'exercice du contrôle de légalité pouvait éventuellement être remis en cause, ou en tout cas être une source de questionnement. Ça permettait de rappeler un certain nombre d'éléments fondamentaux à nos correspondants. Voilà. Donc sujet passionnant, sujet compliqué, et qui va donc faire l'objet de notre journée. Et pour cela, donc nous accueillons deux représentants de la direction métier, la direction générale des collectivités locales, direction prestigieuse du ministère. Donc, Émilie Bouillet, chef du bureau du contrôle de légalité et du conseil juridique. Monsieur le directeur, bonjour. Voilà. Ces dames. Et Karen Mej, alors vous êtes chef du pôle interrégional d'appui au contrôle de légalité, voilà, Oui, qui est à Lyon, qui est oui, toujours à Lyon, toujours à Lyon. qui est d'une, alors, moi je trouve tout jeune et tout récent maintenant, mais qui est d'une création relativement récente, une dizaine d'années, une quinzaine d'années. 20 ans, on 20 ans déjà, vous voyez, 20 ans, bon. Et en tout cas, pour y avoir fait appel, encore une fois, dans mes fonctions de secrétaire général de préfecture, vraiment, un appui tout à fait important pour le réseau. Voilà, je vous passe la parole. Oui, Merci beaucoup. Bonjour à tous. Peut-être effectivement pour commencer déjà pour vous remercier parce qu'effectivement sur ce thème central de la légalité et des normes, il paraissait effectivement très intéressant qu'on puisse aussi évoquer le contrôle de légalité qui, comme vous l'avez rappelé, est une prérogative du préfet, voilà, fondée sur la Constitution notamment. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est assez intéressant et qui nous préoccupe en tout cas dans les deux activités que nous avons respectivement, à la fois en administration centrale et puis directement aussi avec un appui qui est toujours depuis l'administration centrale, mais délocalisé sur Lyon. Alors, le contrôle de légalité, c'est une évidence pour certains en tant qu'il assure le respect de l'état du droit, mais c'est aussi quelquefois perçu comme une contrainte par d'autres, soit parce que inadapté dans un contexte qui est toujours mouvant et dans une décentralisation qui est, pour certains, pas encore achevée. Donc, est-ce que c'est un contrôle toujours utile? Est-ce qu'il est toujours j'ai les collègues à la visio, moi je leur dis France en échec en téléphone. J'ai avec vous aujourd'hui. Alors dans un premier temps peut-être, on va vous présenter un peu la façon dont on a construit cette intervention pour vous donner une visibilité sur les sujets qu'on voulait partager avec vous. Donc le premier moment, c'est véritablement la contrôle de légalité, ses enjeux, ses caractéristiques, ses réalités aussi, parce que ça c'est un sujet qui est extrêmement important, et voir finalement comment aujourd'hui, toujours en tant que garantie de l'état du droit, et ben son existence est effectivement difficilement contestable en tant que telle. Et donc, loin de disparaître, c'est ce que nous allons voir, le contrôle de légalité doit être renforcé et adapté. C'est ce qu'on verra dans un troisième temps avec vous. Merci. Donc, nous allons commencer par un bref rappel des définitions et de l'historique, des éléments que vous connaissez sans doute. Merci. Donc, en fait, les collectivités territoriales et certains établissements publics ont l'obligation de transmettre aux représentants de l'État une partie des actes qu'elles adoptent. Cette transmission, qui participe à les rendre exécutoires, permet au préfet de les contrôler pour s'assurer de leur conformité aux lois et règlements. C'est ce qu'on appelle le contrôle de légalité. Il constitue une des rares missions du préfet, comme on vient de le dire, qui est consacrée par la Constitution, 6e alinéa de son article 72, selon lequel, je cite, « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. » Le contrôle repose sur trois principes.
Il s'exerce a posteriori de l'acte, à s'assurer de sa légalité, et peut donner lieu à un recours gracieux du préfet auprès de la collectivité qui a pris l'acte, et le cas échéant à la saisine d'une juridiction administrative ou de la Chambre régionale des comptes quand il s'agit d'actes budgétaires. Le contrôle de légalité a ainsi pour objectif l'application uniforme du droit sur l'ensemble du territoire national, conformément au principe d'indivisibilité de la République, tout en respectant le principe de libre administration des collectivités territoriales. Excusez-moi, est-ce que les collègues de préfecture peuvent couper leur micro, s'il vous plaît, parce que ça fait un peu de l'arsène et on entend des bruits petites. Merci. Est-ce qu'on a moyen de couper d'ici? Donc, je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais voilà, en fait, l'idée, c'est de couper chacun votre micro parce qu'effectivement, quand il y a énormément de personnes connectées, il y a des interférences et ça rend parfois l'audition un peu difficile. Merci. Donc, un bref rappel historique. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, le préfet effectuait un contrôle a priori des actes des collectivités locales dans le cadre de son exercice de tutelle. Il pouvait annuler les actes qu'il estimait illégaux avant leur entrée en vigueur, après avoir apprécié tant leur légalité que leur opportunité. La loi met fin à ce régime d'approbation préalable pour un contrôle a posteriori, centré uniquement sur la légalité des actes. À partir des années 2000, dans un souci de rationalisation, le contrôle de légalité est centralisé en préfecture et des outils sont mis en place pour faciliter la mission des services qui en ont la charge. C'est en particulier le cas avec le développement de la dématérialisation et notamment la mise en place du logiciel ACT. Les modalités de contrôle sont par ailleurs redéfinies pour le rendre plus effectif. La liste des actes soumis à l'obligation de transmission en préfecture, qui est énumérée à l'article L2132-2 du CGCT, est réduite par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, puis par l'ordonnance du 17 novembre 2009 portant simplification de l'exercice du contrôle de légalité. Le représentant de l'État dispose néanmoins d'un pouvoir d'évocation qui est conféré à l'article L2131-3 du CGCT et qui lui permet de demander communication de tout acte pris par une collectivité dont la transmission préalable n'est pas obligatoire au titre du contrôle de légalité. Est définie par ailleurs en 2012 une stratégie de contrôle définissant 3 niveaux de priorisation. D'abord, des priorités nationales qui recouvrent la fonction publique territoriale, la commande publique et l'urbanisme, et qui a été étendu en 2017 aux interventions économiques, puis des priorités locales qui sont librement définies par chaque préfet, et enfin des contrôles aléatoires sur des actes non prioritaires. Le contrôle de légalité constitue ainsi une mission majeure des préfectures en tant que garante du respect de la loi, ce qui a été rappelé par le plan Préfecture Nouvelle Génération, plan préfecture de nouvelle génération PPNG en 2015, puis les orientations des missions prioritaires des préfectures sur la période 2022-2025, document qui souligne son importance et sa pertinence dans un environnement juridique de plus en plus complexe. Donc, le contrôle de légalité présente un double enjeu pour les acteurs locaux. Ainsi que nous l'avons déjà esquissé, il permet de rendre exécutoires les actes pris par les autorités locales et qui sont soumis à l'obligation de transmission. Ces actes entrent en vigueur et donc deviennent opposables dès qu'ils ont été régulièrement publiés ou affichés ou notifiés aux intéressés, et surtout dès qu'ils ont été transmis au préfet, au chef-lieu de département ou dans les arrondissements. Par ailleurs, il tend à assurer la fiabilité juridique de ces actes. C'est pourquoi aujourd'hui, il repose certes sur le contrôle proprement dit avec la possibilité d'une action juridictionnelle, mais également sur le conseil aux collectivités pour la mise en œuvre des politiques publiques et le montage de projets juridico-financiers qui sont plus complexes. S'instaure ainsi un dialogue permanent du préfet avec les collectivités territoriales en amont de l'adoption des actes et après leur transmission quand des irrégularités sont relevées, ainsi que la Cour des comptes l'a mentionné dans son rapport du 21 novembre 2022, près de 60% des recours gracieux adressés par les préfets aboutissent au retrait des actes illégaux.
Alors, d'autres enjeux aussi reposent sur le contrôle de légalité qu'on met peut-être moins facilement en avant, mais qui sont tout autant importants. C'est peut-être ce qu'on a essayé de vous présenter comme deux enjeux qui tournent autour de la défense de l'intérêt général et le respect et la garantie des droits et libertés individuels. Alors c'est vrai que contrairement par exemple à une personne physique, le préfet peut toujours agir pour des motifs de sécurité, d'ordre public, de santé, dans tout un tas de domaines, sans forcément qu'il ait à justifier de son intérêt à agir. En ça, il est quand même un régulateur, véritablement, de coordonnateur des politiques publiques, et son action, finalement, n'a pas besoin d'être justifiée pour défendre l'intérêt général. Alors par exemple, on pourrait tout à fait imaginer pouvoir inventer un motif de sécurité pour intervenir sur un acte en matière d'urbanisme ou encore en matière de commande publique, pouvoir aussi dire que je suis garant aussi du respect de la concurrence ou de la régulation économique en général. En matière de fonction publique territoriale, c'est pareil. L'idée est de respecter véritablement la réglementation qui s'y attache. Le contrôle de l'égalité, donc vraiment, est aussi fondé sur ce respect et la sauvegarde de l'intérêt général. L'autre sujet, c'est le respect et la garantie des libertés individuelles. Donc, on est vraiment tourné vers le citoyen, puisque finalement, toute personne physique ou morale qui aura été lésée par un acte pris par une collectivité locale pourra demander au préfet de procéder à l'examen de sa légalité et, s'il le décide, de pouvoir saisir éventuellement le tribunal administratif. Donc ça, dans cette procédure particulière, c'est une invitation de la personne physique, mais le préfet a toujours la discrétion de pouvoir donner suite à cette demande qui a été formulée. Autre outil pour préserver et garantir les droits et libertés individuelles, les outils, on va dire, très juridiques, notamment la demande de suspension pour qu'on puisse très vite, dans des délais très courts, suspendre l'exécution d'un acte d'une collectivité locale. Et donc l'exemple le plus peut-être significatif de ces dernières années touche peut-être au principe de la laïcité et de la neutralité des services publics, plus que la loi du 24 août 2021 conférant le respect des principes de la République a instauré finalement une nouvelle procédure qui permet au préfet de demander la suspension d'un acte qui porterait gravement atteinte au principe de neutralité du service public, avec des effets, on pourra y revenir si vous le souhaitez, très particuliers, mais qui incitent le juge à statuer dans un délai de 48 heures. Alors, après les enjeux, il convient peut-être d'évoquer avec vous les réalités du contrôle de légalité. Alors, avant tout, pour l'État, le contrôle de légalité, c'est un droit à saisir le juge. C'est-à-dire que l'État est défenseur de la légalité, c'est pas un État censeur. Le préfet, il n'est pas le juge de la légalité, ça c'est la prérogative des tribunaux administratifs, mais il est défenseur de sa légalité. Et son moyen d'action, c'est le déféré préfectoral, qui reste un pouvoir discrétionnaire du préfet. Donc la jurisprudence est venue consolider cette posture du préfet en tant que tel. Déférer un acte est une faculté, c'est un pouvoir discrétionnaire, ce n'est pas une obligation, même quand un tiers le demande. Par ailleurs, le préfet a aussi la liberté, s'il le souhaite, de pouvoir se désister en cours d'instance. Donc il y a une certaine quand même autonomie et liberté d'action du préfet dans cette défense de la légalité. Ensuite, l'État, c'est aussi un pilote de cette stratégie du contrôle de légalité parce qu'il vient finalement déterminer ses modalités d'action. En fait, généralement pour tenir compte à la fois des moyens dont il dispose, de la configuration du territoire, et elle comporte vraiment deux gros volets. Donc les priorités nationales que Karen May vous a présentées tout à l'heure, qui restent constantes et qui ne sont pas amenées à évoluer, et les priorités locales qui là sont déterminées par chacun de vous dans un contexte local. C'est très important de définir cette stratégie puisque c'est à vous de pouvoir moduler selon les circonstances locales, la configuration des territoires, l'acculturation aussi au droit, un peu la manière de construire sa stratégie de contrôle, puisque nous avons tous conscience, et ça fait quand même depuis que le contrôle d'égalité existe, que le contrôle d'égalité n'est jamais un contrôle à 100%, puisque c'est une illusion, si vous le souhaitez. Voilà, c'est une illusion de pouvoir faire tout, contrôler tous les actes. En revanche, il y a une attention particulière à pouvoir bien prioriser le contrôle sur certains actes à enjeu qui présentent notamment des points d'attention du fait du risque pénal, du risque financier aussi pour les finances locales et d'une manière générale pour les libertés publiques comme on l'a évoqué. Enfin, l'État est responsable dans l'exercice de cette action
mais c'est une responsabilité particulière, puisque sa responsabilité peut être engagée en cas de faute lourde, c'est-à-dire qu'il faut quand même être dans une situation où il y a un manquement quand même répété, il faut pouvoir démontrer que la carence de l'État est significative dans l'exercice de ce contrôle, qui est vraiment le pendant du premier point où véritablement on ne peut pas à la fois donner un pouvoir discrétionnaire au préfet, sans effectivement aussi donner une certaine souplesse dans la manière de le mettre en œuvre, et ensuite engager, le cas échéant, alors il y a des cas mais qui sont quand même très rares, la responsabilité de l'État dans l'hypothèse d'une carence. Alors au-delà des réalités, peut-être on va juste passer à une présentation très rapide, c'est que c'est un outil de dialogue avec les collectivités territoriales. Ça se traduit de deux manières. La mission de conseil, ça c'est quelque chose qui est important. On dit régulièrement que le contrôle de légalité, ce n'est pas que du contrôle et que son corollaire, c'est systématiquement le conseil, puisque l'objectif, c'est de pouvoir sécuriser les actes juridiques des collectivités locales avant qu'ils deviennent exécutoires. C'est à la fois important pour l'action des collectivités, puisque ça les sécurise dans leur action publique, et en même temps, ça préserve aussi le droit des citoyens qui, eux, vont se voir appliquer la norme qui aura été définie localement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut bien garder en tête. Ensuite, les lettres d'observation et les recours gracieux, ce sont les moyens d'action dont dispose le préfet dans une sorte de gradation, si vous voulez, d'accompagnement des collectivités, un peu pour initier ou un peu forcer un peu le dialogue quand c'est nécessaire. Alors les lettres d'observation, c'est souvent des lettres d'observation qu'on appelle un peu à vertu pédagogique, qui sont là aussi pour rappeler aux collectivités locales que voilà, il y a peut-être des malfaçons dans la façon de construire tel ou tel acte, qu'il n'y a pas d'enjeu sur la légalité en tant que telle, mais qu'il faut que pour les prochains actes, qu'il y ait des intentions qui soient particulièrement apportées sur la façon de les construire, ou généralement c'est des petites irrégularités qui ne sont pas des illégalités manifestes en tant que telles. Ensuite, il y a le recours gracieux qui est la phase un peu plus dure, où on rentre là véritablement dans une démarche très proactive de la préfecture qui dit qu'il y a vraiment une irrégularité, une illégalité assez importante, et qu'il convient que la collectivité retire son acte avant même qu'elle puisse produire des effets pour les citoyens. Donc on est sur cette gradation des moyens et des outils à disposition du préfet, mais qui sont vraiment tournés d'abord, dans un premier temps, vers le dialogue. Alors, j'ai voulu aussi vous présenter très rapidement, parce que je pense que c'est intéressant pour tout le monde, pour que vous ayez une visibilité en chiffres de la réalité du contrôle de légalité. Donc à peu près par an, on a 6,5 millions d'actes qui sont transmis. Et sur l'ensemble de ces 6,5 millions d'actes, il y en a 1 million qui correspondent aux matières qui sont dites prioritaires. Actes prioritaires ici englobent à la fois les priorités nationales et les priorités locales. Donc ça dépend aussi des remontées d'informations que les préfectures font de manière très régulière sur la façon finalement d'organiser localement leur contrôle de légalité. Et sur ces 1,3 million d'actes finalement qui sont contrôlés, donc 84% sont des actes prioritaires. En termes de suite contentieuse finalement donnée à cette action du préfet, ça représente au niveau national à peu près 819 déférés. Alors c'est un chiffre qui est à peu près constant ces dernières années, mais qui augmente peu, qui est plutôt qui stagne plutôt. Et puis sur ces 819 déférés, 80% donnent des suites. Enfin c'est des jugements favorables ensuite pour les préfets, ou en tout cas pour les actions qu'ils ont engagées, ce qui montre quand même que les interventions elles sont souvent mesurées, proportionnées, et que souvent elles sont justifiées, puisque le juge administratif derrière confirme l'appréciation de la légalité que le préfet avait fait. Donc voilà, ça c'est pour les chiffres. En même temps, on voit bien que ces chiffres amènent souvent des interrogations par à la fois les élus locaux, les élus nationaux, les grandes institutions nationales, où régulièrement, comme vous l'avez évoqué, monsieur le directeur tout à l'heure, des doutes sont un peu exprimés sur le contrôle de légalité, qui ouvre plusieurs sources. Alors il y a des doutes à la fois sur l'existence même de ce contrôle, alors qu'il n'est pas facile de modifier, puisque vous l'avez dit, il trouve sa source dans la Constitution, mais aussi des doutes sur les moyens de l'action mis à disposition de l'État pour exercer cette mission. Alors, sur les doutes sur l'existence même du contrôle de légalité, différentes demandes ont été relayées. Alors, la suppression du contrôle de légalité, c'est quelque chose qui revient de manière régulière, souvent de la part d'élus locaux, en disant que, en même temps, un contrôle, il peut pas être fait à 100%, c'est illusoire. À quoi sert-il véritablement ? Puisque derrière, le juge administratif est là pour assurer, si c'était le cas, la censure de l'illégalité d'un acte.
Alors finalement, ça a pris différentes formes avec des propositions et des recommandations. La première, c'est une recommandation qui est issue du rapport d'information de l'Assemblée nationale, qui est assez récent, qui date de juin 2023, que je voulais évoquer avec vous, qui concerne finalement peut-être l'idée d'expérimenter des territoires zéro contrôle, de manière à pouvoir voir finalement si il peut y avoir des avantages à avoir une suppression totale du contrôle de légalité. Donc ça, c'est une recommandation qui a été faite par l'Assemblée nationale. Il y a aussi des recommandations qui portent sur le fait qu'il faut accroître la part du Conseil dans le volet contrôle de légalité et accroître notamment son volet institutionnel qui prend la forme du rescrit qu'on évoquera tout à l'heure. Enfin, il y a un autre angle de recommandation aussi qui se dégage. Là, cette fois-ci, c'est plutôt par la mission sénatoriale d'évaluation des services déconcentrés préfectoraux qui, en septembre 2022, a recommandé de passer de cette logique vraiment de contrôle à cette logique de conseil en expérimentant l'autocontrôle des collectivités. Donc, on voit bien qu'on est quand même sur des démarches qui sont assez, qui convergent sur l'existence du contrôle de légalité, même si on va le voir tout de suite, nous on ne partage pas forcément. Et alors les doutes sur les moyens d'action de l'État, parce que aujourd'hui, il y a la question des moyens, certes, mais il y a un vrai sujet qui émerge et qui est révélé par l'ensemble de ces discussions, c'est le travail sur la qualité du contrôle de légalité et notamment sur la professionnalisation des agents chargés du contrôle de légalité, qui ont une mission extrêmement structurante, mais qui repose sur de l'expertise. Et ça, c'est un des volets d'action qui émerge de ces discussions liées aux doutes sur le contrôle de légalité. Et enfin, c'est aussi réaffirmer son caractère interministériel, notamment par le fait que le préfet a sous son autorité un certain nombre de services déconcentrés qui sont compétents sur des politiques publiques très techniques et qu'il faut pouvoir, compte tenu de son positionnement, aussi utiliser tous les moyens qui sont à la disposition et s'appuyer sur ces services déconcentrés qui sont de nature aussi à apporter de la compétence et de l'expertise adaptée selon les matières considérées. Et alors, ces deux moyens d'action-là de l'État sont plutôt les recommandations qui ont été révélées par la Cour des comptes dans son rapport qu'a évoqué tout à l'heure Karen Mej de novembre 2022. Donc, en tant que garantie de l'état de droit, l'existence quand même du contrôle de légalité nous paraît en tout cas difficilement contestable. Alors, pourquoi c'est difficilement contestable ? Alors, d'une part, effectivement, parce qu'il trouve sa ressource dans l'article 72 de la Constitution, mais pas uniquement. C'est quand même un attribut de l'état de droit, puisque le Conseil constitutionnel a également reconnu qu'il trouvait sa source dans l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, qui rappelle que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée n'a point de constitution. Et le Conseil constitutionnel en a déduit que la garantie des droits proclamée par cet article 16 est satisfaite dès lors que, outre la faculté pour les intéressés de saisir le juge administratif, le représentant de l'État a la possibilité d'exercer le contrôle de légalité. Donc on voit bien que c'est assez structurant dans notre organisation institutionnelle aujourd'hui et que c'est difficile de le remettre en cause sans se réinterroger sur l'équilibre de nos institutions. Et donc c'est le corollaire du principe de libre administration des collectivités territoriales. De son point de vue, en termes d'utilité, il est là pour assurer l'uniformité de l'application de la loi au sein de la République. Sa contrepartie, ça a été véritablement donc de pouvoir laisser cette discrétion au préfet de saisir, s'il le souhaite, de la légalité d'un acte le juge administratif. Et systématiquement, dans cet exercice de proportionnalité et de gradation, il est proportionné aux enjeux territoriaux sur lesquels le préfet finalement a la meilleure connaissance et la meilleure visibilité. Alors, ensuite, le contrôle qui est nécessaire. Il est nécessaire pourquoi encore plus aujourd'hui, peut-être quand on se réinterroge sur une nouvelle étape dans la décentralisation. C'est d'autant plus nécessaire parce que les compétences des collectivités se sont accrues. Parce qu'on évoque de plus en plus l'exercice et le droit à la différenciation qui, du coup, mettent davantage en avant pour les collectivités locales l'exercice de leur pouvoir réglementaire. Donc c'est très important à ce moment-là que le contrôle de légalité puisse s'exercer puisque la norme sera définie localement. C'est aussi la nécessité de respecter les engagements internationaux de la France, notamment le respect de toutes les normes issues de l'Union européenne. Enfin, c'est aussi accompagner les collectivités, alors dans un volet peut-être un peu moins juridique, mais tout autant
temps important, comme vous l'avez évoqué lors de la dernière conférence des matinales, le volet gestion publique sur les risques financiers pris par les collectivités, les risques majeurs. On voit bien que dans ces dernières années, sur le volet véritablement, garantie d'emprunt, situation stable des collectivités en termes de financement, ça a été des sujets. Le contrôle de légalité a été une garantie aussi pour intervenir et pouvoir réguler cette situation. C'est enfin la nécessité d'accompagner à leur demande les collectivités dans la conduite de leurs projets, notamment parce que de plus en plus les réglementations sont multiples et donc deviennent complexes dans leur application. Donc pour l'ensemble de ces raisons, le contrôle de légalité reste une mission prioritaire dont l'efficacité doit être renforcée. Et il faut aussi qu'elle s'adapte, c'est certain, en prenant peut-être davantage la place centrale du Conseil, qui est vraiment son corollaire et un volet vraiment qui lui est indispensable. Alors c'est un contrôle qui est aussi jugé protecteur. C'est pour ça aussi que sa nécessité est peut-être aussi renforcée, parce que contrairement aux doutes qui ont été exprimés, on a une petite visibilité du ressenti à la fois de ceux qui l'exercent, côté préfecture, vous avez, c'est le code bleu là sur les graphiques, ou du côté des bénéficiaires de ce contrôle de légalité que sont les collectivités, et là les graphiques apparaissent en orange. Alors c'est une enquête qui a été menée par le Sénat très récemment, par donc la délégation aux collectivités territoriales, et qui montre que globalement le contrôle de légalité est positif parce qu'il est quand même apprécié comme étant protecteur de la part notamment des élus, mais aussi de la part des services de l'État. Alors il y a toujours ce volet contraignant parce qu'évidemment il y a une obligation derrière et puis il y a des enjeux qui y sont attachés, mais globalement il y a quand même un retour très positif sur l'exercice du contrôle de légalité qui d'ailleurs prend des formes très concrètes comme on va vous le présenter maintenant. Donc en fait, on a sélectionné quelques exemples significatifs qui attestent de la participation du contrôle de légalité à la mise en œuvre des politiques publiques et auxquelles les services chargés de ce contrôle sont confrontés quotidiennement. On a choisi ces exemples parce qu'en fait, ils correspondent à la réalité auquel ils sont confrontés ces derniers mois, sur des sujets un peu particuliers. Donc, notamment, c'est particulièrement le cas quand il s'agit de préciser les conditions de mise en œuvre de réformes à venir. Nous avons pris deux exemples. C'est le cas notamment du transfert automatique des pouvoirs de police de publicité du maire au président d'un EPCI à fiscalité propre, qui doit intervenir à compter du 1er janvier 2024. En fait, pour rappeler le contexte, la réglementation des publicités, enseignes et préenseignes, vise à lutter contre la pollution visuelle dans un souci d'équilibre donc au niveau local entre la préservation des paysages et du cadre de vie et le développement économique. Les préfets de département sont actuellement compétents lorsque la commune n'est pas couverte par un règlement local de publicité. Mais à compter du 1er janvier 2024, les maires seront compétents pour assurer la police de publicité sur leur territoire, que la commune soit couverte ou non par un règlement local de publicité. Néanmoins, l'article L5211-9-2 du CGCT impose un transfert automatique de ses pouvoirs de police de publicité du maire au président d'un EPCI à fiscalité propre lorsque celui-ci est compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de règlement local de publicité, et pour toutes les communes de moins de 3500 habitants, y compris quand l'EPCI à fiscalité propre n'est pas compétent dans ces deux matières. Et les différentes interrogations auxquelles les services chargés du contrôle de légalité ont été confrontés ont permis de mettre en exergue que si les dispositions du CGCT prévoyaient la possibilité pour les maires de s'opposer au transfert de leur pouvoir de police en la matière selon des conditions qui sont définies par ce texte, aucun droit d'opposition n'était cependant permis pour les maires des communes de moins de 3500 habitants, membres d'un EPCI à fiscalité propre, non compétents en matière de PLU ou de règlement local de publicité, en application des dispositions même de la loi qui a instauré le dispositif. Et donc, au regard des remontées et des contraintes qu'il est apparu, des aménagements législatifs sont en cours de réflexion. Autre sujet sur la mise en place d'une réforme à venir, les effets du transfert obligatoire des compétences en matière d'eau et d'assainissement aux communautés de communes qui doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2026. On a pris un aspect plus budgétaire sur le contrôle des budgets des SPIC.
En fait, les services publics de l'eau et de l'assainissement sont des SPIC par définition de la loi. À ce titre, ils doivent faire l'objet d'un budget annexe qui doit être distinct du budget principal de la commune, c'est le cas pour tous les SPIC. Il est interdit à la collectivité compétente de prendre en charge dans son budget principal des dépenses au titre de ses services publics. Alors, des dérogations existent, notamment spécifiquement pour les SPIC en matière d'eau et d'assainissement, et elles ont été étendues par la loi 3DS, notamment l'article L2224-2 du CGCT. Mais le transfert des compétences eau et assainissement à un EPCI va entraîner la mise à disposition par la commune des biens nécessaires à l'exercice de cette compétence. Et le contrôle de légalité a permis de rappeler que pour le Conseil d'État, le solde des budgets annexes d'un SPIC ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l'exercice du service public et qui n'est donc pas obligatoirement transféré à l'EPCI. Toutefois, l'article 14 de la loi Engagement et Proximité, donc du 27 décembre 2019, a limité la portée du principe énoncé par le Conseil d'État puisque ce nouveau régime ne s'applique que pour l'eau et impose aux communes de transmettre un état financier de la compétence ainsi que le schéma de distribution d'eau potable. Et ce n'est que lorsque ce schéma fait apparaître des taux de perte en eau d'une certaine valeur qu'un transfert de solde positif du budget est exigé. Vous voyez que vous intervenez sur des sujets très techniques. Et très diversifié aussi. Et très diversifié. Donc on continue avec d'autres exemples qui sont plutôt sur l'accompagnement du contrôle de légalité pour des réformes qui, elles, ont déjà été mises en place et qui continuent à s'étendre sur le territoire. Notamment un point qui touche particulièrement les préfectures, puisque depuis la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les préfets sont saisis pour avis simple sur les demandes d'autorisation d'urbanisme pour une construction qui est destinée à l'exercice d'un culte en application de l'article L422-5-1 du Code de l'urbanisme. Et le contrôle de légalité permet de mettre en avant que si le préfet peut motiver son avis au regard de toutes les considérations qui sont rattachées au domaine relevant de son champ d'intervention, en matière de sécurité, de salubrité, de tranquillité publique, l'autorité compétente, pour se prononcer sur la demande, ne peut tenir compte que des motifs appréhendés par une ou plusieurs règles d'urbanisme, et ce conformément au principe d'indépendance des législations, un principe fondamental du contentieux de l'urbanisme. Dès lors, le refus ne peut être fondé sur la seule base des activités exercées dans la construction, il faut davantage se fonder sur les réserves qui peuvent être émises par l'article R111-2 du Code de l'urbanisme et qui permet notamment de refuser si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Autre exemple, la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel par les collectivités territoriales, le RIFSEP. Les services préfectoraux du contrôle de légalité sont confrontés régulièrement à examiner la possibilité de moduler le complément indemnitaire annuel, en particulier en fonction de l'absentéisme. De nombreuses collectivités ont souhaité notamment instaurer ce qu'ils ont appelé une prime de présentéisme, c'est-à-dire un montant supplémentaire de prime octroyé aux seuls agents qui n'ont pas eu d'absence ou moins d'un certain nombre de jours d'absence. Bien sûr, ce raisonnement a été sanctionné par le juge administratif. Par contre, il a validé la modulation à la baisse de manière uniforme pour tous les agents concernés du montant de prime en fonction des absences. Dès lors, il en est ressorti que le CIA peut être minoré en fonction de l'absentéisme des agents. Ça constitue un critère parmi d'autres sans que cela puisse conduire à la privation totale de ce complément indemnitaire qui a été présent sur une période suffisante pour ce qui puisse être évalué, puisque c'est le critère de base pour pouvoir délivrer ce complément indemnitaire.
Si des inégalités apparaissent souvent sur ce type de délibération, il peut arriver que parfois les services de préfecture n'en ont connaissance qu'au-delà du délai de recours et se trouvent un peu démunis devant une délibération qui s'avère illégale. Et donc, il est important de rappeler que quand le délai de recours est forclos, le préfet dispose quand même de la faculté de demander l'abrogation de l'acte sur le fondement de la jurisprudence Compagnie Alitalia du Conseil d'État numéro 74052 du 3 février 1989. Vous intervenez aussi en termes de contrôle de légalité en matière de lutte contre la désertification médicale et le soutien aux professionnels de santé. Ce sont des enjeux de l'intervention économique des collectivités locales et c'est un contrôle de légalité qui porte plutôt sur la détermination de la compétence du porteur du projet au regard des conditions fixées par ce texte. Néanmoins, face à la multiplication des financements et des avantages financiers qui sont délivrés par les collectivités locales et que les services chargés du contrôle de légalité sont amenés à examiner, ils sont de plus en plus à même s'interroger sur la conformité au-delà de ces financements aux règles du droit national, mais aussi aux règles du droit européen et déterminer s'il s'agit d'aide illégale d'État. S'agissant de dispositifs donc en matière de lutte contre la désertification médicale, il faut savoir que la Commission européenne a estimé que la location, par exemple, un centre médical d'un bien immobilier à un prix inférieur à celui du marché ne constituait pas une aide illégale d'État puisqu'elle n'était pas susceptible d'affecter la concurrence et les échanges entre les États membres. Et pour finir, un sujet particulièrement d'actualité relatif à une situation illégale qui est générée par une collectivité mais qui n'a pas donné lieu à l'adoption d'une décision formelle. Et les exemples types, c'est l'installation d'un drapeau ou d'une banderole sur le fronton d'une mairie qui exprime une revendication politique auxquelles les collectivités, auxquelles les services de l'État sont confrontés actuellement. Ça peut être l'installation d'une crèche de Noël dans l'enceinte d'un bâtiment public, comme ça peut arriver, cela risque d'arriver dans quelques mois. Et dans ce cas-là, deux approches sont possibles, soit provoquer une décision de la part du préfet en demandant de mettre un terme à la situation irrégulière et en cas de refus explicite ou implicite, saisir le tribunal administratif de ce refus, ou soit considérer que on est en présence d'une décision révélée du fait de l'action elle-même et de saisir directement le juge. Un certain nombre de juridictions administratives ont reconnu recevable ce type d'action. Donc on voit bien qu'en fait le contrôle de légalité permet la mise en œuvre de nombreuses réformes. Certaines ont été, les exemples que je vous ai donnés à l'instant sont votre actualité, mais sur des grands sujets, parfois politiques, c'est le contrôle de légalité qui a permis de mettre en place une politique publique de façon uniforme, malgré parfois les polémiques. Et on pense en particulier au mariage pour tous, ou le service minimum d'accueil dans les écoles, ou encore dernièrement les 1607 heures au sein des collectivités locales. Alors peut-être là, comme on l'a vu, maintenant qu'on a tous conscience de l'importance de consolider le contrôle de légalité, aujourd'hui, comment on peut travailler sur des modalités d'exercice qui peuvent être adaptées et renforcées. Et peut-être on va commencer par le premier point qui sont les outils de pilotage local. Tout à fait. En fait, pour améliorer l'efficience et répondre aux enjeux actuels, les services, le représentant de l'État dispose d'outils de pilotage locaux. On l'a évoqué, Émilie Boumet l'a évoqué tout à l'heure, la définition d'une stratégie locale en fonction des spécificités territoriales. En fait, elle peut être déterminée selon certaines thématiques qui sont liées aux spécificités du territoire, notamment, je pense, au respect de la loi de littoral. C'est le cas aussi dans de nombreux départements sur la lutte contre l'artificialisation des sols et éviter le mitage urbain dans des zones naturelles ou agricoles, en matière d'urbanisme en particulier. C'est aussi le repérage de financement ou avantages financiers constituant des aides illégales d'État. On le voit très régulièrement au PIACL, notamment ces derniers mois, où il apparaît que
Cela ressort d'une stratégie locale définie dans certains départements de façon assez forte. Autre modalité d'outils, c'est pour le préfet s'appuyer sur son organisation territoriale et la coordination interministérielle. Donc effectivement, l'exercice du contrôle de légalité, c'est l'intervention du préfet, du secrétaire général et des sous-préfets, puisqu'ils sont au contact des élus et ils sont les premiers à être amenés à être sollicités, et notamment dans le cadre de conseils. C'est bien sûr les directions de l'égalité de citoyenneté qui exercent les contrôles de l'égalité et sur un aspect beaucoup plus technique, mais c'est aussi la possibilité de faire intervenir les services déconcentrés de l'État. Alors on parle beaucoup de l'intervention de la direction départementale des territoires, notamment en matière d'urbanisme. Il est vrai que dans certains départements, le contrôle de légalité des actes d'urbanisme leur a été confié, donc ils l'exercent directement. Dans d'autres départements, des postes de la DDT ont été ciblés au sein des préfectures. Donc en fait, dans les services de contrôle d'égalité des préfectures, il y a un collègue de la DDT qui intervient en particulier sur l'urbanisme. Mais c'est aussi la possibilité d'avoir des partenariats avec les DDFIP, ce qui est très souvent le cas au niveau des préfectures. Et ça peut être aussi avec d'autres services de l'État, et je pense en particulier à la DDPP, où on a pu voir sur des exemples récents, notamment sur leur possibilité d'intervention au stade des commissions d'appel d'offres, puisqu'ils sont souvent sollicités pour y participer au titre de la vérification du respect du droit de la concurrence, et qui permet, sans qu'ils aient forcément la possibilité d'assister à toutes les commissions d'appel d'offres, mais de cibler celles qui sont les plus importantes. Et on a eu des exemples récents sur des projets avec des effets médiatiques très importants qui ont amené le préfet à s'entourer de ces services pour répondre aux questions qui lui étaient posées. Alors, autre outil, on va passer sur la diapo suivante. Oui. En fait, on l'a dit, aujourd'hui, le contrôle de légalité, ça n'est pas que du contrôle, mais c'est aussi essentiellement du conseil. Et l'une des modalités de renforcement du conseil, c'est par cet outil supplémentaire de dialogue qui a été instauré par la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à proximité de l'action publique, qui est le rescrit et qui permet aux collectivités locales d'adresser aux représentants de l'État une demande de prise de position formelle dans l'interprétation d'une disposition législative ou réglementaire et qui s'applique à un projet d'acte spécifique de la collectivité. En fait, l'acte n'est pas pris, elle veut s'assurer de sa légalité, elle demande une prise de position formelle. Alors, la prise de position formelle est régie par des textes qui la soumettent à des conditions un peu particulières. Comme d'autres rescrits qui sont déjà existants en matière fiscale ou en matière d'urbanisme, la réponse du préfet lie l'État. C'est-à-dire qu'une fois que la réponse est donnée à la collectivité, le préfet ne peut plus contester sa légalité devant la juridiction. Néanmoins, son silence pendant un délai de 3 mois vaut absence de prise de position. Et donc le rescrit préfectoral concourt à sécuriser davantage les actes des collectivités territoriales avant même le contrôle de légalité, mais du coup sert aussi à encourager les projets et initiatives qui sont plus complexes et pour faciliter leur mise en œuvre. Donc là, on a pu évoquer avec vous tout ce qui permettait au niveau local d'engager un dialogue continu entre l'État et les collectivités. Et maintenant, il y a vraiment l'appui que l'administration centrale peut offrir aussi aux préfectures. Oui, en fait, un des services de la DGCL qui vient au soutien des équipes chargées du contrôle de légalité, c'est donc le PIAC, le pôle interrégional d'appui au contrôle de légalité. Alors, je vais faire vite, est composé de 20 juristes, organisés en 5 chambres qui couvrent l'ensemble des thématiques à la fois du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire. Sa compétence couvre désormais l'ensemble du territoire métropolitain, mais aussi les départements et régions d'outre-mer.
Ces deux principales missions sont l'assistance juridique, c'est-à-dire que sur la base d'une saisine des services chargés du contrôle de légalité, il va procéder à l'analyse d'une situation qui lui est soumise pour expliquer, et déterminer ce qui est conforme au droit et ce qui ne l'est pas. Il va également pouvoir intervenir quand il est saisi dans le cadre de contentieux, c'est-à-dire quand les déférés ont déjà été engagés et pour aider les collectivités à assurer leur défense, ou parfois quand les collectivités les services de l'État sont mis en cause comme tiers, c'est le cas en matière d'urbanisme, pour les aider à rédiger leur mémoire en défense. Il intervient à 3/5 des saisines aujourd'hui dans le cadre des missions de conseil des préfectures. Il a aussi une mission d'information juridique qui passe à la fois par la mise à disposition de tous les avis qui sont rendus depuis donc une vingtaine d'années. Il y en a à peu près 25 000. On a mis en place aussi des grilles d'appui au contrôle pour pouvoir aider les services à appréhender les actes. Vous en trouvez une dizaine dans le domaine de la commande publique et qui couvre en fait les contrats qui sont soumis au contrôle de légalité. Et vous en avez deux autres, l'une qui concerne le permis de construire et l'une qui concerne le RIFSEP. Enfin, il met en place des veilles jurisprudentielles, 1 à 2 par mois selon les matières. Vous pouvez y accéder soit par un système d'abonnement, ce qui permet via votre adresse mail à ce que la veille vous soit adressée directement dans vos boîtes aux lettres, et ensuite il est mis en ligne sur l'outil dont on parlera un petit peu tout à l'heure, qui est le SIACL, qui permet à tout à chacun qui a un compte sur le SIACL de pouvoir y accéder. Autre modalité pour renforcer la qualité du contrôle, c'est de permettre la montée en compétence des agents qui exercent le contrôle de légalité via la formation. C'est un sujet où les services sont extrêmement demandeurs. Des plans de formation ont été mis en place. Ils ont été conçus avec la DRH du ministère de l'Intérieur et il est intégré au catalogue de formation du ministère. En fait, il repose sur une formation juridique de base, du tronc commun, spécifique au contrôle de légalité, des formations à l'application ACT, avec une formation en e-learning qui existe déjà sur le site de la SDRF, des formations thématiques, marché public, commande publique, fonction publique, intervention économique, et des formations aux techniques contentieuses et à la défense orale des dossiers, une feuille de route est actuellement à l'étude entre la DGCL et la DRH du ministère pour améliorer ce système de formation. Normalement, d'ici la fin de l'année, un module en e-learning devrait être mis en place sur la formation juridique de base pour pouvoir être accessible à tout agent directement, et des contacts sont actuellement mis en place pour essayer de renforcer l'offre de formation dans tous les domaines qui sont ceux couverts par le contrôle de légalité. Oui, et notamment qu'il soit accessible, puisque comme on a mis beaucoup l'accent aussi sur le côté interministériel, qu'il soit aussi accessible à l'ensemble des services déconcentrés de l'État. On essaie de travailler vraiment sur ce volet. Alors, vous le voyez, par rapport à l'appui de l'administration centrale, c'est un certain nombre de leviers. Alors peut-être la prochaine diapo, c'est vraiment des leviers qui reposent vraiment sur la qualité du contrôle que vous allez mettre en place, d'où l'importance d'essayer de structurer une certaine animation du réseau. Et pour cela, on vous a présenté de manière très schématique tout un tas d'actions qui ont été entreprises, en tout cas au cours de ces dernières années, avec une petite accélération là en 2022 et 2023. Donc on a parlé des grilles de contrôle, mais il y a aussi maintenant Osmose. Alors c'est une plateforme collaborative qui est accessible à tous. Il y a déjà à peu près 620 personnes qui sont inscrites. Donc on voit bien qu'il y a un vrai sujet de partage de l'information sur cette plateforme. Donc c'est quelque chose qui est en train de qui est émergé, qui a été ouvert qu'au printemps 2023. Donc ça sera toujours intéressant d'avoir vos retours pour savoir si ça vous apporte ce dont vous avez besoin.
c'est aussi le fait d'avoir une vigilance beaucoup plus accrue sur l'activité contrôle de légalité et conseil. On a beaucoup travaillé sur les indicateurs avec la DEMAT, justement pour essayer de donner une meilleure visibilité sur la charge que représente la part du conseil auprès des agents collaborateurs qui travaillent sur le contrôle de légalité. Et du point de vue de l'administration centrale, on se déplace très régulièrement, à la fois donc le bureau contrôle de légalité et le PIACL, en préfecture. Certaines d'entre vous qui sont connectés ont bénéficié de ce type de déplacement qui peut être vraiment travaillé à la carte et correspondre à votre besoin. Et enfin, on a développé aussi des webinaires qui participent donc à l'action de formation et d'information. On en a organisé un par trimestre depuis la fin de l'année 2022. Le dernier en date ayant été organisé il y a une dizaine de jours sur le référent déontologue des élus locaux et donc qui permet à l'ensemble des services chargés du contrôle de légalité de se connecter, de pouvoir poser des questions et à la fois l'intervention et une foire aux questions les questions qui sont posées soit préalablement, soit au cours de la présentation sont mises à disposition sur l'outil du PIACL, le SIACL. Alors voilà, vous le voyez, il y a un autre dernier peut-être volet d'outils qui peut être un levier aussi qui facilite l'exercice du contrôle et sa qualité. C'est le volet dématérialisation. Donc très rapidement, parce que je vois que le temps passe aussi. Juste vous rappeler, mais l'outil que vous utilisez finalement au quotidien, qui est l'application ACT, qui a aujourd'hui 20 ans, qui a été mis en place en 2004-2005, qui fonctionne bien sur son volet télétransmission pour les collectivités territoriales. On a même développé d'autres chaînes de télétransmission pour lesquelles vous avez été pas mal sollicité avec encore quelques petites difficultés techniques, mais on devrait y arriver avec des interfaces, avec des outils développés par le ministère de la Transition écologique, notamment on appelle Plateau pour les autorisations d'urbanisme et Géoportail de l'urbanisme, GPU, pour les documents d'urbanisme. Mais vous voyez, l'application est très utilisée. Il y a à peu près 48 800, alors collectivités, c'est plutôt des émetteurs parce qu'on a aussi les établissements publics rattachés aux collectivités qui sont soumis au contrôle de légalité qui font partie de ces émetteurs. Et ça correspond à peu près à 71% des collectivités qui sont soumises ou des entités qui sont soumises au contrôle de légalité ou au contrôle budgétaire. Et par rapport à la masse qu'on évoquait tout à l'heure des 6,5 millions d'actes transmis, il y en a à peu près quand même 5 millions qui sont télétransmis, dont on voit le poids très important de cette application. Maintenant, notre enjeu à nous, collectifs, c'est de travailler sur l'autre volet de l'application, qui est celle qui a peut-être été où il y a eu moins d'énergie mise jusqu'à présent, qui est le volet aide au contrôle de légalité, et donc là qui est plus le volet préfecture, où il y a encore effectivement des marges d'amélioration sur lesquelles on travaille et pour lesquelles vous serez sollicité ou mis à contribution prochainement. Et autre outil, le SIACL, donc, qui est l'outil de saisine du PIACL pour avoir son analyse, mais qui est aussi un outil de recherche pour les services de préfecture qui, avant de saisir le service, vont vérifier si les réponses n'ont pas déjà été apportées au regard des différents avis qui sont déjà en ligne. Et on sait que beaucoup de services le font il sert aussi de fonds documentaire puisque tous les éléments d'information juridique que je vous ai évoqués tout à l'heure sont mis à disposition sur cet outil. Peut-être un mot pour conclure et après on vous laisse la parole, promis. Peut-être, vous le voyez, je pense que cette intervention montre que le contrôle de légalité est vraiment au cœur du service de l'action administrative, qu'elle soit portée par l'État ou par les collectivités locales, que ce n'est pas une fin en soi, le contrôle de légalité. On voit bien que c'est une aide à l'application de cette action administrative et cet intérêt général. Et peut dire quelques mots peut-être de notre directrice générale, Cécile Raquin, qui a rappelé lors de la dernière journée du contrôle de légalité de juin dernier que le rôle de conseil des préfectures sur l'application du droit et la maîtrise des risques est indissociable de leur mission de contrôle. Donc, il doit viser à trouver des solutions pour faire aboutir des projets locaux. On est vraiment sur cette action publique qu'il faut accompagner et que l'enjeu des prochaines années, c'est véritablement de travailler sur la qualité du contrôle, la professionnalisation des services chargés du contrôle de légalité et la reconnaissance de cette dimension fortement interministérielle et très technique que recouvre le contrôle de légalité. Merci à tous. Merci.